Bonjour à tous, je suis Floriane du blog Parents Voyageurs. Je vous donne rendez-vous 2 fois par mois pour parler voyage en famille en compagnie d'invités aux parcours inspirants. Alors ne pensez plus à rien et laissez-vous porter. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour, encore une fois, un nouveau style d'épisode. Aujourd'hui, je reçois Émilie qui va nous partager une histoire pas banale, l'histoire de sa famille sur plusieurs générations. C'est l'histoire d'une famille française, un côté un petit peu suisse, qui s'est installée à Madagascar au début du XXe siècle, puis pour une autre partie du milieu du XXe siècle. C'est une histoire familiale, j'ai presque envie de dire que c'est une saga familiale qui se passe entre la France et Madagascar. Émilie a vécu à Madagascar jusqu'à ses 18 ans, de 0 à 18 ans. Et donc je l'ai beaucoup questionnée sur le sentiment d'appartenance. Moi, elle nous raconte évidemment aussi comment c'est la vie à Madagascar dans les années 80-90, quand elle y était. Et puis on a beaucoup parlé d'identité, de construction, quand on grandit comme ça entre deux cultures. Donc voilà, c'est un peu le récit d'une saga familiale qui parle de transmission, de culture et de valeurs. Et donc on voyage à Madagascar tout au long de cet épisode. J'en dis pas plus pour le moment et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Émilie, bienvenue sur le podcast de Parents Voyageurs. Bonjour Floriane, merci. Je suis vraiment ravie de t'accueillir aujourd'hui. Tu es là parce que un jour tu m'as contactée pour me souffler une idée de lecture. Tu as écrit un livre qui s'appelle Le parfum des cannes en feu, publié aux éditions Librinova. Et j'ai mis un petit peu de temps à revenir vers toi, tout simplement parce que j'ai mis du temps à le commencer. Mais en fait, après, une fois que j'ai commencé, j'ai dévoré ton livre, j'ai dévoré ton histoire. Donc ce livre raconte ton histoire, l'histoire de ta famille entre Madagascar et la France. Et donc voilà, tu vas nous parler un petit peu de tout ça. Qu'est-ce que c'est de grandir à l'étranger? C'était ta vie, Madagascar. Et puis, alors tu es rentrée en France ou alors tu as quitté Madagascar. On va parler de ça aussi. Tu vas nous parler de ce que Madagascar représente pour toi, comment ça t'a construit, quelle place ça a dans ta vie. C'est vraiment une histoire assez incroyable, je trouve, une histoire de famille. Et puis aussi, c'est un peu un petit bout de l'histoire de France, en fait, que ta famille représente, quoi. Donc je suis sûre qu'on va apprendre plein de choses, que les auditeurs vont apprendre plein de choses, parce qu'à mon avis c'est pas une histoire très très connue. Donc bienvenue en tout cas, merci d'avance d'être là, de partager ton histoire. Est-ce que pour commencer tu veux bien du coup te présenter toi, peut-être ta famille actuelle, et puis enfin voilà, je pense qu'on peut directement partir un petit peu sur ta famille au sens large, les premiers qui se sont installés à Madagascar. Alors, Émilie, ça tu l'as déjà dit, c'est mon prénom. Aujourd'hui, je vis dans le sud de la France, à Mont-Blanc, à côté de Pézenas, à côté de Béziers, je précise, parce que les gens connaissent rarement Pézenas et encore moins Mont-Blanc. J'ai 3 enfants qui ont 11, 9 et 7 ans. Et donc, je suis originaire de Madagascar, en effet, où j'ai grandi de 0 à 18 ans jusqu'à mon bac. Ma famille paternelle est de Madagascar, qui est arrivée au temps de la colonie, d'où le fait que je sois française. J'ai la nationalité française, je n'ai pas la nationalité malgache, c'est très particulier. Et la toute première personne de ma famille qui est arrivée à Madagascar, c'est 1908, je crois. Donc on est sur des profils de personnes d'Europe, de France et Suisse qui ont cherché à construire à faire fortune avec le départ dans les colonies, et d'aller construire des entreprises, des commerces, parce que aussi c'était pas très fun en Europe au début du 20e. Donc fallait trouver des solutions pour vivre, quoi. Et donc leur démarche, ça a été de partir à l'aventure. Et à l'époque, pour donner un exemple, ma grand-mère, parce que donc du côté de mon grand-père, ils sont arrivés, c'était mon arrière-grand-père qui est arrivé à Madagascar. Et ma grand-mère, elle, de son côté, elle y est arrivée, elle avait 16 ans, donc on est juste après la guerre. Et elle a pris 4 avions pour venir à Madagascar. Et à l'époque, déjà, prendre l'avion, c'était fou. Elle a pris 4 avions pour aller à Madagascar. Aujourd'hui, tu fais un Paris-Tananarive, tu mets 10 heures, quoi, enfin un peu plus. Donc c'est complètement incroyable. Quand tu dis après la guerre, donc c'est après la Deuxième Guerre mondiale.
Oui, Seconde Guerre mondiale, ouais, tout à Ouais. fait. Et donc c'est là que le destin un peu de ces deux familles se sont liés sur Madagascar. Donc toi, ta grand-mère et ton grand-père se sont rencontrés à Madagascar. Ils étaient très jeunes. Enfin, au moins ta grand-mère. Elle était très jeune en tout cas quand elle est tombée enceinte la première fois. Elle était très jeune. Il y avait un gros écart d'âge entre les deux. Et d'ailleurs, ça a été très mal pris. Bon, donc, on comprend vite, ma grand-mère est tombée enceinte hors mariage. Mhm. Et ça a été forcément compliqué, d'autant plus que les deux familles ne pouvaient pas se supporter. Parce que on avait du côté de ma grand-mère, c'était l'administration coloniale. Et du côté de mon grand-père, c'était les colons, les gens du terrain. Et donc, forcément, ils avaient du mal à s'encadrer. Donc, ça a été une double peine, en fait, sur l'annonce de cette grossesse, pas du tout, plutôt mal accueillie. Et pour autant, donc malgré quand même les difficultés, tu disais pour relier la France à Madagascar à cette époque-là, ta grand-mère, elle a accouché en France, non? Oui, elle a accouché en France parce que au moment de l'annonce, de la découverte plutôt de cette grossesse, parce qu'elle n'a pas compris tout de suite, faut savoir qu'on n'expliquait pas aux jeunes filles le corps, ce qui se passait. Elle savait même pas comment on faisait les bébés. Elle avait 16-17 ans, mais elle se rendait pas compte en fait de ce qui se passait. C'est assez fou quand on y pense. Ouais. Donc sa grossesse, elle l'a découverte un peu sur le tard. Et mon arrière-grand-père, donc son père, avait à ce moment-là organisé un voyage pour rentrer pour les vacances en France en bateau. Et c'était tout un périple parce qu'il voulait passer par l'Égypte où lui-même est né et a grandi et il voulait montrer sa ville de jeunesse à ses filles. Et donc, dans tous les cas, ma grand-mère devait rentrer en France et il lui avait dit, je te déposerai à Marseille et tu te débrouilleras. Et donc, elle a pu juste dans la précipitation envoyer une missive parce qu'il n'y avait pas d'SMS à l'époque, il n'y avait même pas de téléphone. Tu peux pas t'appeler quelqu'un, tu vois, c'était vraiment, j'ose même pas imaginer l'angoisse du truc. Parce qu'à ce moment-là, mon grand-père était parti lui, il savait pas qu'elle était enceinte. Il était parti en Europe. Et donc, elle a réussi à le joindre, à le contacter, à l'informer de sa situation, qu'elle allait arriver tel mois en France. Et il lui a dit, à Marseille, au port, il y a quelqu'un de ma famille qui t'attendra et qui te récupérera. Donc, elle est arrivée comme ça à Marseille, accueillie par une cousine de son futur mari, à 16 ans, enceinte, perdue. Et donc, elle a accouché à Marseille et après, ils sont rentrés à Madagascar, tous les deux, en étant mariés. Parce que, du coup, ils sont mariés avant l'accouchement. C'était important à l'époque. Ah, c'était essentiel, c'était pas imaginable de faire autrement. Ouais. Quoi. Ouais. Bon, du coup, quand même, c'est une sacrée aventure là que tu as dans tes gènes, j'ai envie de dire, Oui. qui s'est tramée 2 générations au-dessus de toi. Mais ton grand-père, il l'a pas lâché quand même. C'est-à-dire que il y a plein d'autres histoires où tout à coup Oui. l'homme aurait pu dire hein quoi? Ah bah non, moi je veux rien savoir. Oui, c'est pas moi, je sais pas, j'ai rien fait avec cette fille. Oui, non, non, il a été. Mais c'était quelqu'un de très sérieux, enfin, de très drôle, mais aussi de très sérieux, de très. Quand il prenait un engagement, c'est le côté suisse parce que les bergers à la base, enfin, la famille, cette famille-là, c'est des Suisses. Enfin, c'était parce qu'après ils ont gardé la nationalité française avec le. Enfin, mon grand-père était suisse et français, voilà, c'est plus simple. D'accord. Voilà, c'est très compliqué mon histoire. Du coup, il y a ce côté très cadré, très on respecte les choses, on fait les choses correctement. Donc oui, heureusement, il l'a pas lâché quoi. Et donc après, ils sont rentrés à Madagascar parce que eux, leur vie, qu'ils soient français ou suisses, leur vie c'était Madagascar. Ça se passait là-bas. Oui, toute la famille côté berger, c'était donc ils avaient fait ce qu'on appelle ils avaient deux activités. Ce qu'on appelle un comptoir colonial. Donc, c'est des gens qui font de l'import et de l'export. Donc, j'exporte de l'ilang-ilang, de la vanille, des épices, tout ça. Et j'importe des frigidaires, je sais pas, du matériel, des tables, des trucs qui viennent d'Europe. Donc ça, c'est le comptoir colonial. Et une activité, après, ils se sont développés sur l'agriculture de la canne à sucre. Donc, ils avaient une exploitation de canne à sucre. Et ils faisaient donc c'était dans une coopérative. Hein. Donc, c'était pour fabriquer du sucre derrière. Et donc ces deux-là, ton grand-père et ta grand-mère ont eu d'autres enfants. La famille s'est agrandie sur Madagascar et donc ton papa à toi est arrivé. Donc à chaque fois, les accouchements se passaient en France. Non, les deux du milieu. En fait, ça dépendait de où ils étaient. Ils avaient un rythme particulier, c'est qu'ils travaillaient 2 ans.
Et après, il prenait des vacances et il rentrait en France. Et tu rentrais pas pour 2 semaines, tu rentrais pour plusieurs mois, c'était des longues durées. Donc du coup, en fait, ma grand-mère a accouché en fonction du pays où il se trouvait quand elle était enceinte. Et donc pour mon père et son frère d'après, elle a accouché à Madagascar. D'accord. Et c'est pour leur petite sœur, du coup là, elle était en France. Et la petite sœur, elle, bah, il se trouvait qu'ils étaient en France à ce moment-là, donc elle a accouché en France. Et donc, toi, au niveau de ton père, du coup, est-ce qu'il a rencontré ta mère à Madagascar, en France? Comment ça s'est passé? Et il l'a rencontré en France pendant ses études. Lui, il a fait ses études supérieures à Paris. Ma mère était aussi à Paris et l'histoire s'est répétée. Ma mère est tombée enceinte. Ils avaient 19 et 21 ans. Mon père était en prépa, était en maths sup, tu vois, c'était pas du tout le moment, quoi. Ouais. Donc l'histoire s'est répétée et mon père a fait comme son père. Il a assumé. Parce que là, on est dans les années 70, c'était aussi très mal, c'était encore quand même compliqué d'avoir un enfant sans être marié. Donc il y a eu un mariage très très précipité, un 23 décembre, tu vois, pour te dire, c'est pas généralement la date que tu choisis. Et ma sœur est née en juin, donc tu vois, c'était un peu la course. Hein. Voilà. Et du coup, ils sont restés à Paris à ce moment-là, pendant toutes les études de mon père, qui ont été longues, parce que on est sur des études d'ingénieur. Et ensuite, ils sont partis à l'étranger. Mais alors, du coup, toi, ton père, il a quand même fait toute son enfance, adolescence à Madagascar. Et l'idée, c'est de rentrer en France pour les études supérieures, c'est ça? Oui, c'est ça. Pour lui, alors, il a fait certaines fois, il a fait des années en France. En fait, il a fait toutes ses études toute sa scolarité en pension. Mes grands-parents habitaient en Brousse. Et donc, en fonction des fameux plannings que je t'expliquais, de un coup on est en France, un coup on est à Madagascar, suivant les congés, les années où il y avait le congé en France, ils envoyaient les garçons, enfin les enfants, parce qu'après il y a eu les petites sœurs, il y a eu Nicole, ils les envoyaient en pension en France pour faire une année scolaire complète pour éviter d'avoir des années entrecoupées. Donc, il a énormément bougé. La pension à Madagascar était toujours la même, mais en France, c'était en fonction de là où mes grands-parents choisissaient de passer leur congé. Quoi. Donc, ils pouvaient autant se retrouver en ville que dans la campagne profonde où il fait super froid et que c'était un peu le trauma. Et voilà. Mais ils ont vraiment été trimballés de partout. Quand tu vois les précautions qu'on met aujourd'hui autour de nos enfants et que je vois l'enfance de mon père, ça n'a rien à voir. Bah ouais, c'est clair. Moi, c'est vrai que je pense immédiatement à mes enfants, mes pauvres petits choupinous, c'est de les envoyer en pension pendant un an loin de moi. Enfin, oui, c'est pas du tout dans nos schémas de pensée, quoi. Imagine, la première fois qu'il l'a fait, c'était son CE1. Ah, Et il ne voyait ses parents que vacances de Noël, vacances de Pâques et grandes vacances. donc rien, quoi. Ah, ouais, il le dit toujours, c'était pas drôle, quoi. Il n'en garde pas un bon souvenir. Quoi. Ah oui, C'était pas ouais, cool. j'allais te demander justement, est-ce que lui, il vous en a parlé de ça et comment ça a un petit peu influencé sa façon de faire avec vous? Ça, je pense que ça a complètement influencé sa parentalité parce que même si c'est un papa qui travaillait énormément, parce que c'est le fonctionnement de cette époque-là, et puis il est très orienté travail et sécurité, donc il voulait vraiment bien gagner sa vie et il était passionné par son job aussi. Mais à côté de ça, il a toujours mis un point d'honneur à s'assurer qu'on soit entouré d'amour. Donc même si on ne voyait pas énormément, il était beaucoup il est toujours, il est toujours là, et toujours beaucoup dans l'amour, dans démontrer l'affection, d'être présent comme il pouvait. Alors oui, c'est pas parfait, mais je connais pas de parents parfaits. Et notamment, moi, j'avais fait une petite crise d'adolescence, comme tout le monde, j'ai envie de dire. Et j'ai eu ma petite phase, ouais, puisque c'est comme ça, je veux que vous me mettiez en pension. Et mon père, qui était quelqu'un qui s'énervait jamais, a pété un plomb devant moi. Ça m'a vraiment surprise. Il a dit, mais jamais de la vie. Et s'il y a bien un truc que je me suis toujours juré qu'il se passerait pas, c'est que vous allez en pension, quoi. Tu sais même pas de quoi tu parles, tu te rends pas compte. C'est pas Ouais. rigolo. En plus, à l'époque, tu sais, il te décrit le truc, c'est glauque, hein. C'est la grande pièce avec tous les lits, tu sais, un peu comme l'armée, quoi. Et Ouais. d'ailleurs, fallait faire son lit le matin, tu te dépêchais pour prendre ta toilette. Il me dit la nourriture, elle était pas bonne. Il y avait pas t'avais pas le cadre, l'affection, la douceur, le cocon, quoi. Ça, il l'avait quand il rentrait chez lui en vacances, hein. Ouais. Mais pas le reste de l'année. Et du coup, là, ce qu'il décrit de la pension, c'est aussi vrai pour les pensions en France que la pension à Madagascar? Oui, 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 il a pas de. Après, je crois qu'il y en a une ou deux, qu'il y en a une qu'il avait bien aimée, où c'était vraiment petit. Donc, il n'y avait pas énormément d'enfants, donc c'était quand même un peu plus agréable. Mais sinon, globalement, non, il avait
il a toujours eu ce regard. Ce qui l'a sauvé, c'est qu'en fait, les 3 frères, ils avaient tous 1 an d'écart. Donc tu vois, il dit, il y en a, ils avaient pas ça. Nous, au moins, on avait ça. Donc, on avait quand même notre cocon à nous qu'on déplaçait. Après, ça reste des petits garçons entre eux. C'est pas toujours les plus doux entre eux, je pense. Mais ouais, ça l'a quand même pas mal sauvé, quoi. Mais tu vois, j'en parlais avec la cousine de mon père qui donc a vécu la même chose. Et elle garde le même souvenir horrible de la pension, quoi. Et de dire, mais c'était vraiment pas drôle, quoi. Mais à l'époque, ça se faisait, c'était comme ça, hein. Même mon beau-père qui a grandi en France, il y a une partie de sa scolarité qu'il a fait en pension. C'était une chance qu'on leur donnait, en fait. Enfin, c'est ce qu'on se disait. On leur donnait une chance d'avoir une bonne éducation. Et du coup, à quel moment, parce que donc toi, tu nous l'as dit, tu as grandi à Madagascar, et donc là, on en est à tes parents qui se rencontrent, ils sont en France, ton père fait ses études, etc. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils reviennent à Madagascar? En fait, il travaillait pour une boîte de travaux publics. Il était basé, ils étaient en Afrique, ils ont fait Cameroun, Gabon et Nigeria. Non, pas Gabon, Cameroun, Nigeria et Côte d'Ivoire, pardon. Et il a eu une opportunité d'être muté à Madagascar. Donc il est arrivé comme expatrié, en fait, avec un contrat d'expat. Un peu par hasard, finalement. Ça aurait pu être notre pays. Je pense que c'était pas complètement par hasard, parce qu'il connaissait les origines de mon père, quand même. Donc je pense que c'était pas complètement par hasard. Mais oui, pour lui, ça a été un vrai bonheur de pouvoir être à Madagascar. D'autant plus que, du coup, il y avait mes grands-parents qui y étaient. Il y avait un de ses frères qui lui aussi s'était installé après les études. Je crois qu'il n'a pas trop fait d'études, mais en tout cas, il était déjà aussi basé à Madagascar. Donc c'était vraiment le retour au pays. Ouais. Donc toi, tu es née là-bas? Moi, je suis pas née là-bas parce que ma mère est rentrée en France pour accoucher. C'était un vrai choix de la part de mes parents. D'abord pour des questions sanitaires. Parce que ma sœur, on est 3 filles, hein, donc je suis la dernière, et celle du milieu a fait de la couveuse, et donc ça avait beaucoup stressé mes parents. Donc il y avait cette volonté d'accoucher dans un endroit plutôt plus safe. Et mon père avait un peu un espèce de trauma, ils vont entendre ça et faire, j'étais pas traumatisée. Mais en fait, comme il est né à Madagascar et que son père est né à Madagascar, il est arrivé qu'ils doivent justifier sa nationalité française. D'accord. Et donc pour lui, c'était un vrai sujet il avait cette grande conscience de l'importance d'avoir un passeport français. Et je le remercie parce que c'est vrai, parce que j'ai beaucoup voyagé après et j'ai bien vu la différence quand tu voyages. La liberté que tu as de rentrer et sortir suivant le passeport que tu as, c'est énorme. Et donc pour lui, c'était vraiment très important qu'on ait la nationalité française. Donc le sujet a été clos en disant, on naîtra en France. Voilà. Donc ma mère est rentrée et je suis arrivée à 3 semaines, 1 mois à Mada. Donc là, tu nous as parlé un petit peu, en effet, notamment des conditions sanitaires. On est quoi dans les années 80? Bon, toi, tu as grandi dans les années 80-90. Comment c'est la vie à Madagascar à cette époque-là? C'est très particulier parce que à ce moment-là, c'est un gouvernement communiste. Donc, on manque de tout. Et c'est plutôt de la folie quand on veut gérer un quotidien dans ce contexte-là, parce que tu sais, t'es rationné, hein, donc t'as des tickets de ration pour avoir le riz, l'huile, tous les produits en fonction du nombre de personnes que t'as dans ta maison. Et t'as toute l'organisation d'un marché noir à côté pour avoir accès à pouvoir vraiment manger, parce qu'en fait, avec le rationnement, tu pouvais pas. En tout cas, pas dans notre fonctionnement plus européen de consommation. Donc, il fallait vraiment faire preuve de beaucoup d'ingéniosité, d'astuces pour trouver tout ce qu'il faut. Et donc, j'ai grandi un peu dans ce contexte où on faisait attention à tout. La vinaigrette au fond de la salade, ma mère l'a gardée d'une salade à l'autre parce que l'huile, c'était hyper difficile d'en trouver. Quand on rentrait en France, on ramenait le stock de savon, de dentifrice, enfin tout ce que tu pouvais ramener, parce qu'on trouvait rien, à part des fruits et légumes et de la viande. Donc les produits de base, mais dès que tu voulais plus, c'était compliqué. Pour autant, j'ai pas du tout, tu vois, ce regard sur mon enfance de j'ai manqué de quelque chose. Vraiment, c'est pas du tout ma perception de mon enfance. Mais j'avais ce truc quand on arrivait en France pour les vacances
d'halluciner complètement sur ces magasins énormes. Et il y avait plein de choses sur les étagères. Il y avait plusieurs possibilités. Du papier toilette, t'en avais plusieurs marques. Ça me paraissait fou, tu vois. C'était fascinant. L'odeur dans les boulangeries. Enfin, c'était vraiment, pour la France, c'était ça. C'était l'opulence. C'était cette... Enfin, quand on arrivait, on remplissait 3 casiers, on était fous, quoi. C'était l'opulence et l'abondance pour moi, la France. C'était incroyable. Mais pour autant, bon, toi, ta vie, c'était Madagascar et finalement, la France, c'était les vacances. Donc, même si tu Oui, pouvais comparer, c'était normal pour toi de vivre comme ça. oui, oui. Pour moi, la France, c'était l'exotisme, tu vois. C'était le truc Ouais. incroyable. Et puis en plus, il y avait ce truc aussi du soleil qui se couche super tard. Nous, à Mada, on a très peu de différence entre l'été et l'hiver. On a peut-être 2 heures max. Mm. Donc en fait, on a toujours le même rythme. Et quand on arrivait en France et qu'il faisait nuit à, je sais pas, 21h, tu dis, waouh, mais c'est trop bizarre. C'était complètement fou. Ce pays me rendait folle, quoi. Et oui, dans ma normalité à moi, c'était vraiment Madagascar. C'était ma bulle. D'aller passer les vacances à Nosy-Be chez mes grands-parents. Enfin, c'était vraiment un autre mode de fonctionnement. Et c'était ma normalité. Mais tu sais, les enfants, tu peux les faire vivre sur la Lune, ils trouveraient ça normal. C'est leur normalité. Je l'ai vu avec les nôtres quand on est parti en voilier. Très, très rapidement, c'est juste banal et normal leur quotidien. Et c'est ce à quoi ils se rattachent aussi, parce qu'ils aiment leur routine, quoi. C'est curieux. Et au niveau de l'école et tout ça, comment ça se passait? T'étais dans une école française? Ouais, alors j'ai fait la maternelle dans une maternelle américaine. Je sais pas trop pourquoi. Je pense que ça devait être pas trop loin de la maison. Je pense aussi que c'était une opportunité de nous faire baigner dans un environnement anglophone. Et après, il s'était posé la question pour la suite de me laisser dans l'école américaine. Mais à ce moment-là, ils se sont mis à mettre des tarifs de folie sur cette toute petite école. Et ils ont dit, bon, allez, de toute façon, ça va être compliqué pour la suite, donc autant la mettre dans un système français. Donc j'étais à l'école française, l'école primaire, et après ce qu'on appelle le lycée français. Donc ça va du collège à la terminale. Et donc voilà, donc j'ai fait tout mon cursus comme n'importe quel français finalement, en tout cas en termes de programme. Et pourquoi pas intégrer le système malgache? Alors déjà, je pense que la question ne s'est pas posée une seconde. Déjà, c'est marrant, tu vois, parce qu'en fait, ça ne te permet pas de faire carrière derrière ou de pouvoir avoir un niveau scolaire qui te permette derrière de faire des études. Les Malgaches qui font des études passent le bac français. En tout cas, qui font des études à l'extérieur, parce qu'on a quand même quelques structures qui permettent d'apprendre des métiers, évidemment. Je dis pas que c'est pas de qualité, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est pas ce qui te permet de bien gagner ta vie derrière, en fait. Il faut pouvoir. L'idéal, c'est de partir faire tes études à l'étranger, et si tu le souhaites, de revenir. Mais en local pur, c'est des études françaises. Donc, tu as des écoles françaises qui sont reconnues par l'éducation nationale, et tu as des écoles francophones qui reprennent le même programme, mais qui sont pas estampillées, quoi. Je sais pas comment dire. Accrédité ou quelque chose comme ça, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Mais donc du coup, ça veut dire que malgré toutes ces années en fait où ta famille s'est construite à Madagascar, toi, tes parents, ils avaient quand même toujours l'idée, enfin ou en tout cas, ils voulaient vous laisser la possibilité de pas faire votre vie à Madagascar. Ou, Oui, c'est ça. Ouais. Oui, c'est très curieux et c'est quelque chose qui me perturbait beaucoup à l'adolescence parce que c'est la période de ta vie où tu t'interroges beaucoup sur ton identité, sur qui tu es. Et je trouvais ça vraiment complètement bizarre, en fait, cette vie-là où j'étais dans un pays dont je n'avais pas la nationalité, dont je parlais pas vraiment la langue et où tout me poussait à le quitter, en fait, quelque part, en tout cas pour une partie de ma vie. Et puis, il y a eu aussi le contexte où, parce qu'on parle pas beaucoup de l'histoire avec un grand H. Donc, je te disais, quand moi je suis née, on était sous un régime communiste. Donc, ils se sont mis à nationaliser beaucoup d'entreprises privées, dont la fameuse coopérative de sucre qui faisait vivre la famille, en fait. Ça a été un peu un choc où ma famille c'est
pas qu'elle a été expropriée, c'est pas du tout le terme, mais en tout cas, la valeur de ce qu'elle avait a chuté et l'activité économique s'est fait plus faible. Et mon grand-père a été dépité. Et de son côté, on le comprend, il était dépité de ce qui se passait et de toutes les décisions qui sont arrivées derrière et d'un pays qui, à une époque, était plutôt florissant est devenu un pays qui s'effondrait. Et donc, il avait quand même ce truc de dire il faut pas rester ici. Ça va être de pire en pire, ça va être de plus en plus compliqué, l'avenir n'est plus ici. Il avait cette vision et il n'a pas du tout encouragé ses enfants à rester. Il a plutôt poussé à sa manière. Enfin, en tout cas, il les a pas vraiment beaucoup incités à rester à Madagascar. Et mon père était d'ailleurs en contrat d'expat. Il était à Madagascar comme il aurait été dans n'importe quel autre pays de l'étranger en réalité. Donc il y avait un peu ce fond-là en nous de c'est pas nécessairement ici qu'on veut faire notre vie. Et moi, j'avais une relation très ambivalente avec Madagascar. C'est-à-dire que c'était mon pays, c'était mes racines, c'était mon lieu de vie. Et en même temps, j'avais un espèce de malaise et d'inconfort dans ce pays-là parce que j'avais un truc avec l'insécurité. Je me sentais pas en sécurité certainement parce que ma famille à plusieurs reprises, avec toutes les crises politiques et économiques qu'il y a pu y avoir, s'est retrouvée régulièrement en difficulté. Ma famille et toutes les familles autour de moi. Et encore, on n'est pas les plus mal logés parce que les Malgaches, c'est encore plus difficile pour eux. Eux, ils sont sur des questions de est-ce que je vais avoir quelque chose à manger ce soir. Ouais. Nous, on n'était pas à ce niveau-là de difficulté. C'était angoissant, mais on n'était pas en insécurité à leur point. Donc, il y avait ce truc d'insécurité qui me pesait, plus de la violence parfois, comme dans toutes les sociétés. Je pense qu'aujourd'hui, tu vis à Paris ou à Marseille, t'es peut-être pas plus en sécurité qu'à Tananarive. Je sais pas, faudrait regarder les statistiques de violence urbaine, mais je pense que c'est pas nécessairement plus safe. Mais en fait, il y avait un tel et au-delà de ça, il y a un tel clivage entre les noirs et les blancs que tu te sens forcément différent et pas trop appartenir à l'endroit, quoi. Même s'il n'y a pas du racisme, parce qu'après on a vécu 2 ans en Martinique. Là, j'ai compris ce que c'était que le racisme. Enfin, j'ai compris ce que c'est quand tu vis le racisme. Certainement que c'est dans ce sens-là plutôt. En Martinique, tu as vécu du racisme anti-blanc. Ouais, c'est ça. Ouais. Où on me faisait ressentir que j'étais différente et que j'étais pas la bienvenue. Et ça, j'avais jamais. Ça me choquait, quoi. Oui, à Madagascar, tu n'avais jamais ressenti ça. Non. Je voyais bien que j'étais différente et qu'on avait des vies différentes. Mais quand j'étais petite, j'allais jouer dans les rizières avec les enfants du village. J'étais autant couverte de boue qu'eux. Et certes, moi, je rentrais après dans ma maison avec l'eau courante et un pyjama propre. Et ça devait pas être... c'était certainement pas leur cas. Mais en tout cas, il y avait une spontanéité, un mélange et une joie de vivre commune de tous les enfants. Chose qu'on n'avait pas du tout en Martinique, où c'était vraiment... il y avait de la colère. Beaucoup de colère. Est-ce que tu peux juste un tout petit peu nous remettre le contexte là, de la Martinique? Quand est-ce que vous êtes parti? Tu avais quel âge et pourquoi vous êtes allé en Martinique tout à coup? Enfin, c'est peut-être pas tout à coup d'ailleurs, mais... Moi, je l'ai vécu comme tout à coup parce que je pense qu'ils ont dû nous le dire plutôt tard. Mon père a été muté en Martinique. D'accord. T'avais quel âge? J'avais 89, j'avais 8 ans. J'avais 8 ans et quand j'ai dit c'est quoi la Martinique, ils m'ont dit c'est comme Nosy-Be, donc l'île de mes grands-parents, mais en France. Et c'était, quand j'y pense aujourd'hui, c'est trop drôle comme explication à un enfant, tu vois, c'est de dire tu vas vivre à Nosy-Be, mais avec le luxe, avec le confort de la France. Bon, c'était survendu quand même. Comme expérience. Et donc voilà, et c'est en Martinique, mon père s'est approché de la quarantaine dans cette... on dit toujours qu'entre 40 et 42 ans, c'est un peu la crise dans ta vie où tu opères des grands changements. Et là, il s'est dit, mais en fait, j'en ai marre de bosser pour d'autres personnes. Moi, je suis un entrepreneur, je veux monter ma propre boîte. Et donc, on est resté 1 an et demi, 2 ans, et on est rentré à Madagascar. Et là, il a monté sa boîte contre l'avis de tout le monde. Donc, sa mère était catastrophée qu'il quitte
une telle situation pour aller faire ce que son père a fait et qu'au final, il a tiré le diable par la queue. Enfin bon, ça a été compliqué. Donc voilà, mais il l'a fait quand même. C'est vachement osé quand même, puisque tu nous expliquais juste avant quand même un contexte économique pas facile, de nationalisation, et lui, il arrive en tant que Français, et il veut monter son entreprise là-bas. Oui, c'était assez risqué. Après, il y avait un événement. En fait, il y avait une vraie ouverture du pays avec un nouveau gouvernement qui s'ouvrait aux investisseurs extérieurs. Donc il y avait, c'est ce qui a motivé mon père de se dire, bah c'est le moment en fait. Je suis à un âge où j'ai assez d'expérience pour le faire. Le pays s'ouvre, tu vois, c'est l'opportunité à saisir. Malheureusement, 2 mois après notre arrivée, il y a eu un coup d'État, on a eu une guerre civile et ça a été l'enfer, quoi. Ok. Ouais, tu dis ça dans un soupçon de rire, mais bon, ça devait pas être aussi marrant que ça. Non, c'était hyper angoissant. C'était hyper angoissant. Ouais. Ouais, non, c'était. Ouais, t'avais des cadavres dans les rues. Non, franchement, Ah oui. c'était pas drôle du tout. Ouais. Ouais. Nous, on a été envoyés en brousse chez mon oncle et ma tante pour les vacances scolaires, mais je pense que c'était aussi, il faudrait que je leur repose la question, mais je pense que c'était aussi pour nous tenir un peu éloignés de cette ambiance très tendue qu'il y avait. Et il y en a eu plusieurs comme ça. Hein. Donc c'est tout ça qui a contribué à mon sentiment d'insécurité. Qui faisait que je me disais, mais en fait, c'est génial, mais du jour au lendemain, il y en a un qui peut péter un plomb, il renverse le gouvernement, il tue tout le monde autour, et puis 2 semaines après, il faut faire comme si de rien n'était et on avance, quoi. Parce que c'est un peuple très résilient qui, peut-être trop finalement, et du coup, on avance. Ouais, ça, t'en parles quand même assez longuement dans ton livre, je trouve, le choc que t'as eu quand vous êtes rentré après la Martinique, que du coup, t'avais l'impression que c'était plus le même pays, plus la même île. Ton Madagascar de l'enfance avait complètement changé. Ouais, c'est ça. C'est comme si on m'avait mis des lunettes, tu vois, et que d'un seul coup, je voyais des choses qu'avant je voyais pas parce que c'était mon environnement normal. Donc je voyais pas avant la pauvreté, je voyais pas la misère, je voyais pas les espèces de règles implicites qu'on a quand on va dans la rue. Si tu vas dans la rue, ben t'enlèves tes bijoux, t'as pas ton sac à main, tu vois ce que je veux dire, tu fais attention à pas te. Pour moi, c'était normal. On me disait toujours, bah oui, ils ont rien, donc si tu as quelque chose, ils vont le vouloir, et c'est normal. Donc c'est à toi de pas les tenter aussi. Mais en grandissant et après 2 ans de vie plus, je sais pas, 2 ans d'autre chose en fait. Quand t'es rebaigné dans le bain, ben l'eau a plus le même goût, quoi, a plus la même chaleur. C'était ouais. Et il y avait ce truc aussi où tout le monde avait continué sa vie. Mais c'est le truc commun de tous les gens qui partent et qui reviennent quelque part. Donc quand tu reviens, tu réalises que tout le monde a continué sa vie, qu'il y a des nouvelles habitudes, qu'il y a une nouvelle façon de faire, et ils vont pas forcément prendre le temps de t'expliquer toutes ces nouvelles règles ou toutes ces nouvelles façons de faire. Et toi, tu as vécu tellement de choses différentes entre-temps que tu n'arrives pas à reprendre la place. Et de toute façon, la place, elle n'existe plus parce que forcément, les choses se sont réparties autrement. Et c'est pas évident, en fait, de revenir quelque part. Et est-ce que, tu l'as rapidement évoqué là tout à l'heure, tu parlais à peine malgache. Est-ce Ouais. que, alors, pourquoi déjà vous n'avez pas appris le malgache? Alors, on n'a pas appris le malgache, parce qu'on a toujours été entouré que de francophones autour de nous. En fait, il y a 2 langues nationales à Madagascar, le français et le malgache. Donc, Ok. toutes les personnes autour de nous parlaient français. Mon père parle couramment malgache, lui, mais nous, pas du tout. Et il n'y a pas eu d'effort ou de volonté de la part de nos parents de s'assurer qu'on l'apprenne et qu'on le pratique. Mon père l'a appris parce que lui, il a grandi en brousse. Et donc forcément, mécaniquement, il s'est mis à le parler, enfin à l'apprendre et à le parler. Nous, pas du tout. Et il s'est pas posé la question de se dire, tiens, il faudrait peut-être que je m'assure que les filles parlent le malgache. Il n'y avait pas cette volonté de transmission ou de s'assurer de cette intégration. Donc voilà. Et pour la petite histoire, ma mère dit toujours, ben oui, mais pourtant on avait dit à ta nénène, la nénène c'est la nounou, de te parler que en malgache, hein, pour que tu l'apprennes comme ça, parce que moi je suis quasiment née là-bas. Et en fait, elle voulait s'assurer d'être comprise, donc
par amour pour moi, elle me parlait en français. Et parce qu'aussi, pour eux, c'est un honneur et c'est une chance de parler le français. Donc, c'est un truc de gens qui ont de l'éducation. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si tu parles français, tu parles. Si tu sais parler, tu le parles. Et il y avait pas cette valorisation de parler le malgache. Ça, tu vois, pour ma nénène, ça m'apporterait rien à mon avenir de parler malgache de toute façon. Donc, aucun intérêt. Il y a un peu une dévalorisation, c'est assez incroyable. C'est une société très castée, Madagascar, et il y a vraiment du dédain pour les gens d'en bas. Et tout ce qu'on peut identifier comme ce qui vient d'en bas et qui est pas bien, on va mettre le doigt dessus. Et donc, parler français quelque part, en tout cas, il y a peut-être plein de gens qui vont l'écouter en disant mais quelle idiote cette Émilie, je suis pas du tout d'accord avec ce qu'elle dit. Mais il y a quand même ce truc de tu valorises ce qui vient de l'extérieur parce que ça montre que tu as de l'éducation. Donc, tu parles français, tu parles anglais et tu le pratiques. Et le malgache, de toute façon, ça ne t'apportera rien. Il y avait un peu ce fond que je pense pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un vrai regret pour moi. Non, après, je pense aussi, tu vois, que c'était la culture de l'époque, non? Les années 80, Oui, 90, la France notamment était encore assez puissante, je pense, un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, au 21e siècle, on est en 2026, les équilibres se sont vachement modifiés à travers le monde et il y a de plus en plus d'ailleurs de nationalisme dans le bon sens du terme, je veux dire, tu vois, de valorisation des différentes cultures et des différentes traditions. Je sais pas si c'est ça qui se passe aujourd'hui à Madagascar, mais peut-être. Et à l'époque, il y a 30 ans, c'était pas trop un sujet, quoi. Oui, puis il y a 30 ans, il y avait encore quand même une espèce de nostalgie du temps de la colonie, en fait. J'ai un peu grandi dans ça, où les anciens disaient, bah oui, bah, au moins du temps de la France, on avait des routes sur lesquelles on pouvait rouler, on avait des hôpitaux, on avait de la fortune, et aujourd'hui, on n'a plus rien. Donc, il y avait un peu cette nostalgie de la colonie, tu vois. Ça, c'était un sentiment partagé par l'ensemble de la population malgache, enfin, ou la majorité? En tout cas, les gens qui nous entouraient. Ouais. Je sais pas, certainement pas. Vu qu'ils ont sorti les Français, c'est bien qu'il y avait un vrai mouvement national, évidemment. Et ils ont bien eu raison de le faire. Enfin, je veux dire, il n'y a aucune raison qu'un pays en annexe un autre, hein, n'est-ce pas, Monsieur Trump? On est d'accord que c'est pas ok en fait de faire ça, c'est pas possible. C'est comme si aujourd'hui je déboulais chez toi, je pète la vitre et je dis bon bah Floriane, maintenant ici c'est chez moi, donc t'es sympa. Toi tu vas vivre dans les toilettes, moi je vais vivre dans ta chambre. Et puis tu sais quoi, tu peux rester, mais par contre tu vas travailler pour moi. Tu dis bah non, tu fais pas ça quoi. Donc non, ils ont bien eu raison. Mais oui, il y avait quand même ce fond de nostalgie. Et donc toi, en grandissant, avec tout ça là, t'es un pied dedans, un pied dehors, quoi. T'as toujours vécu à Madagascar, enfin comme tu dis, comme si t'étais né là-bas. Ok, physiquement t'es né en France, mais t'es arrivé à Madagascar, t'avais quelques semaines, donc ta vie c'était Madagascar. Tu te sentais française à l'époque? Tu te sentais malgache? Tu te sentais quelque chose? Alors, à Madagascar, je me sentais française. D'ailleurs, tu vois, on avait des trucs comme ça. On parlait des vacances d'été quand c'était juillet-août. Alors, c'est pas du tout l'été à Madagascar, vu que c'est l'hémisphère sud. Donc, c'est pas du tout l'été, mais ça s'appelait les vacances d'été. On rentrait en France, alors que j'y avais jamais vécu, ça n'avait aucun sens. On rentrait en France pour les vacances. Donc, on avait tout un truc comme ça où, voilà, on était résolument français. Et quand j'arrivais en France, moi, ça a été surtout un choc parce qu'encore quand on y allait en vacances petite, on allait dans la famille. Donc, on n'était pas trop en contact avec les vrais Français quelque part. Tu vois ce que je veux dire? On n'était pas trop. En revanche, quand j'ai eu mon bac, je suis donc partie en France pour faire mes études. Et là, je me suis pas du tout sentie française. Je me suis dit, waouh, mais en fait, c'est un méga décalage entre eux et moi. Je suis pas du tout comme eux. Et puis, j'ai pas leurs références. À l'époque, on avait une culture de la télé énorme. Les publicités, les références et tout, je les savais pas du tout. Les musiques, oui, parce qu'on les ramenait, en fait. La musique, ça voyage. Donc, les musiques, je les avais. Mais tout le reste de leur culture et de leurs références, je l'avais pas. Et tout le langage aussi, c'était le début du verlan.
et je captais rien. Moi, j'ai appris la France en regardant les sketchs d'Eric et Ramzy et de Jamel. C'est ce qui m'a permis de capter, ok, c'est quoi un Français aujourd'hui? Parce qu'il me manquait plein de références. J'avais pas j'avais toujours l'impression qu'il me manquait un morceau du puzzle, quoi. Et là où mes sœurs, elles, avaient énormément cultivé ce côté exotique, je viens de Madagascar, moi, je voulais avoir une place dedans, et donc j'avais du mal à le mettre en avant pour tu vois, identitairement trouver quelque chose. Enfin, je savais pas trop faire, quoi. J'avais du mal. En plus, ça me gonflait parce que quand je disais que je venais de Madagascar, tout de suite, le premier truc qu'on me dit, c'est ah, tu n'en as pas l'air. C'est hyper raciste en fait quand ils pensent. Je me souviens de parents un peu surpris d'être invités étudiante à Paris. T'as quand même beaucoup de Parisiens donc ils vivent encore chez leurs parents, donc d'être invités à un dîner ou quoi. Et en plus, quand j'étais toujours la pauvre qui avait pas ses parents, tout le monde, les gens étaient gentils, tu vois, ils m'invitaient. Et quand ils ouvraient la porte, il y avait toujours un peu une surprise chez les parents, tu vois, parce qu'ils s'attendaient pas du tout à voir une petite blanche déboulée, quoi. Et donc, du coup, ça me ramenait toujours au truc de, mais il y a rien qui est bon, il y a rien qui coche correct chez toi, quoi. Il y a rien. Il y a pas la langue, il y a pas la nationalité, il y a pas la couleur. Et des deux côtés, t'es pas du bon endroit. Et la seule période de ma vie où j'ai su dire sans difficulté et toi tu viens d'où, tu vois, de répondre à cette question, c'est quand j'étais à Dubaï, parce que du coup on était dans un endroit neutre et en plus pas francophone, et je disais I'm French from Madagascar, et ça m'allait bien. Du coup tu vois, j'avais une façon française de Madagascar, ça marchait bien, et les gens disaient ah ok cool, ouais d'accord, et c'était facile. Et ça, tu peux pas le dire dans ta vie en France? Et ben c'est On comprend pas ce que c'est une Française de Madagascar ici. ouais, ça n'a pas trop. Ils voient bien que je suis française. Non, mais c'est toujours drôle parce que les gens nous disent et vous venez d'où? Donc mon mari dit bien je viens de Bourgogne. Et toi, Émilie, de Madagascar. Et t'as toujours un peu un, tu sais, un ah ah oui, ah d'accord, ah mais c'est original, oui oui. Là t'es parti pour un petit quart d'heure d'explication. Bon, en même temps, c'est vrai que c'est pas courant, quoi. T'en connais d'autres, des Français là, qui ont grandi à Madagascar comme toi, avec qui t'as des relations ici, ouais? Ici non, non non, j'ai des copines malgaches qui a été au lycée français avec moi et qui se sont installés en France après leurs études et voilà, se sont mariés et tout, ont fait leur vie ici. Mais non, des comme moi, non, non, j'en ai pas. J'ai pas ça dans mon entourage local. Après, ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, on a Facebook et que du coup, j'ai gardé contact avec plusieurs personnes. Mais non, non, sinon, non. Je suis un peu un modèle unique là. Alors aujourd'hui, bah, tu vis en France depuis quand même un petit paquet d'années maintenant. Qu'est-ce qui reste de malgache chez toi? Il y a quelque chose dans ma cuisine, forcément. La bouffe, hein, c'est quand même. Pour le coup, c'est très français comme réponse. Oui, c'est vrai, mais on mange très très bien. C'est à l'occasion. Je t'ai même pas demandé, tu es déjà allé à Madagascar? Jamais. Jamais. Alors, si tu y vas un jour, tu verras que la nourriture est excellente parce que les produits sont ouf. Tu manges super bien à Madagascar. Donc oui, non, il y a quelque chose de la nourriture, évidemment, où je cuisine. C'est plutôt créole ce que je fais en fait. Il y a une grosse influence créole dans la cuisine des Blancs à Madagascar, pas les Malgaches purs, évidemment. Je mange énormément de riz. Ce qui est pas du tout. Les Français sont plutôt pâtes. Nous, il y a du riz plusieurs fois par semaine à la maison. C'est pas commun en fait, ça, je n'avais pas remarqué. Donc ouais, il y a ce truc avec la nourriture, et puis j'ai gardé ce rythme de vie. C'est-à-dire que moi j'aime bien quand il fait nuit à 18h, tu vois. J'ai du mal avec j'arrive pas à me faire à les journées d'été là, ou même les journées d'hiver où il fait nuit à 4h, c'est dingue glauque. C'est tellement bien quand il fait nuit à 18h, c'est au bon endroit, c'est au bon moment, tu changes ton rythme. Je suis restée dans ce truc de vivre avec le soleil en fait. J'aime me lever tôt. J'ai gardé ce rythme-là. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui reste de malgache chez moi? Cette nostalgie dont je te parlais, mais je pense que c'est peut-être. En fait, il y a une forme de nostalgie à Madagascar, et ça, j'en parle avec des amis qui ont grandi là-bas aussi, et de ce lien un peu fier et triste à la fois de ce pays. Je sais pas comment le dire, mais c'est une forme de nostalgie. Ils ont un mot, les Brésiliens, c'est saudade, je crois. Saudade, je sais pas. On a un peu ça, nous, à Mada. Il me reste l'humour, c'est un peuple
extrêmement drôle, qui a cette capacité à grimer, à caricaturer les gens. Et c'est quelque chose dans lequel j'ai baigné et que j'adore et que je cultive et que je transmets à mes enfants. Et puis, il me reste des soubiks. Les soubiks, c'est les paniers, tu sais, les gros paniers en osier qu'on trouve sur tous les marchés à Madagascar. En France, tu vois souvent, quand tu vois un marché avec des paniers, tu peux être sûr que c'est un malgache qui est derrière, si tu regardes bien, ou une malgache. Et donc, j'ai toujours plein de soubiks que je traîne partout. Les gens ont des jolis sacs, des Longchamps, et moi, j'ai ma vieille soubik que je traîne partout. Et j'envisage pas autrement. Et aussi un placard plein de lambes. Les lambes, c'est les paréos. Parce qu'en fait, tu peux dormir c'est un pyjama, c'est une tenue pour sortir à la plage, c'est une tenue pour rester à la maison, tu peux le mettre sur ton canapé si tu veux, tu peux le mettre sur ta table, enfin, il faut avoir des lampes avec soi, quoi. C'est la base. Est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que t'as trouvé une forme d'apaisement un peu, des réponses à toutes tes questions entre ces deux cultures? Je sais pas si j'ai trouvé les réponses, mais oui, j'ai de l'apaisement, ça c'est sûr. Je pense que écrire mon livre m'a beaucoup aidé. J'ai une de mes sœurs qui m'a dit oui, bah tu fais ta thérapie, quoi. Oui, je crois que c'est ça. Et puis surtout aujourd'hui j'ai des enfants, donc il y a quelque chose de mes propres racines que je fais pousser, même si j'ai énormément bougé dans plein d'endroits et que je suis jamais restée assez longtemps dans le même pays ou dans la même ville pour vraiment m'enraciner. Mais des enfants, ça donne un autre élan, donc plus vers le présent et le futur et moins vers le passé. Et pour eux, c'est pas un sujet. Maman, elle vient de Madagascar et puis basta, quoi. Et si tu leur poses la question, ils te disent bah oui, c'est aussi notre pays et nous on est fiers parce que c'est un pays qui est trop beau, qui est riche même s'il est pauvre. C'est mon fils qui dit ça. C'est joli. Et c'est très très vrai. C'est un pays riche mais pauvre. Et que c'est une chance et que c'est merveilleux en fait. Et du coup, c'est eux aussi, tu vois, qui m'emmènent vers juste la fierté, la joie. Et dire bah oui, ça n'a pas été un parcours parfait, il y a eu aussi des expériences pas très réjouissantes, mais on n'est peut-être pas obligé de retenir que ça, et plutôt d'aller plus vers la lumière, tu vois. Et vous y retournez de temps en temps? Oui, bah on y était l'été dernier. On a passé un mois. Mes parents maintenant sont à la retraite. Ils font à peu près 6 mois en France, 6 mois à Madagascar. D'accord. Donc ils vivent plus dans la maison où j'ai grandi. Eux, ils ont quitté la capitale. Ils vivent en brousse, donc dans un coin. Parce que mon père adore la brousse. Il y a grandi et c'est vraiment son endroit préféré sur Terre. Donc ils sont dans un endroit complètement isolé. Donc c'est un peu l'expédition pour aller chez eux, parce que nous, il fallait en avion jusqu'à Mada. Après, il faut prendre un petit avion pour aller jusqu'à une ville de province. Après, tu fais du bateau et après, tu arrives chez eux. Donc quand tu reviens de tes 4 heures de bateau, que t'es trempé et que ça fait 2 jours que tu t'es contente de te poser. Mais ils sont vraiment en pleine brousse, donc c'est des vacances incroyables pour mes enfants quand ils vont là-bas. C'est la nature à perte de vue. T'as des léburiens dans le jardin sauvage, c'est juste qu'ils passent dans les arbres devant toi. C'est intense, c'est beau, c'est vivant. Donc aujourd'hui, c'est ça qu'ils connaissent. Je leur ai pas montré la partie. Par exemple, ils ont jamais mis les pieds dans la capitale. Donc la pauvreté, la misère, ça, ils s'en rendent pas trop compte pour l'instant. Enfin, ils commencent parce que cet été, j'ai ma fille qui me dit c'est quand même bizarre d'être servi comme ça, parce qu'il y a énormément de personnel à la maison, mais enfin énormément, normal pour Madagascar. Donc pour l'Europe, c'est juste surprenant. Et je lui dis bah oui, c'est vrai, tu as raison. Et puis elle me regarde un peu embêtée, elle me dit mais maman, ils sont payés quand même. Je dis bah oui ma puce, bien sûr qu'ils sont payés. Mais tu sais, elle était très gênée, elle avait un peu honte de poser la question, mais ça l'a pesé. Donc c'est hyper drôle d'y aller avec mes enfants parce que ils interrogent des trucs comme ça, et aussi ils me font revivre des trucs de mon enfance que j'avais oubliés. Tu sais, des petits trucs du quotidien comme aller à la plage et gratter le sable on fait la pêche au tec-tec. Ça s'appelle les télines en France. Tu sais, c'est tout petit.
les tout petits coquillages que tu manges à l'apéro. Donc voilà, de passer des heures à gratter ça pour pêcher les tec-tec, enfin tous les petits jeux qu'on faisait, et cette impatience à la sieste, de pouvoir retourner à la plage, mais comme le soleil est costaud, avant 15h, c'est hors de question que tu sortes. Et ça m'a rappelé que moi aussi, je faisais ça toutes les 10 minutes. Et là, maintenant, il est quelle heure? On peut y aller? Et ouais, c'est ça qui est génial d'y aller avec eux, c'est que ça me reconnecte aussi à tous ces petits trucs d'enfance, les petits détails, c'est la petite Madeleine de Proust, quoi. Comme tu disais, ça te porte vers les moments de joie et les bons souvenirs, tout le meilleur en fait que tu as vécu, quoi. Ouais. C'est ça qui en ressort et que tu transmets à tes enfants. Complètement. Merci beaucoup, Émilie, pour cette histoire quand même familiale assez incroyable. J'invite tout le monde à découvrir Le fruit de ta thérapie, le livre. C'est une pépite. On a l'impression de lire un peu une saga familiale, quoi. C'est très bien écrit. Enfin, voilà, moi je l'ai adoré, donc je le recommande vraiment très chaleureusement. C'est Le parfum des cannes en feu. On trouve partout. Exactement, il peut se commander en librairie ou sur toutes les plateformes en ligne. Merci beaucoup et puis peut-être à bientôt pour d'autres aventures. Merci Floriane. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci à Émilie pour son témoignage. C'est vraiment une histoire que j'ai trouvée passionnante. Je vous mets dans les notes de l'épisode un lien vers son livre, donc Le parfum des cannes en feu. C'est vraiment un récit. Bon, moi, je l'ai dit plusieurs fois dans l'épisode, je l'ai adoré. J'ai vraiment adoré ce livre. Et d'ailleurs, si vous le lisez, vous n'avez pas tout lu dans l'épisode. C'est assez complémentaire, je trouve. Tout ce qu'Émilie a pu expliquer, c'est un peu comme une explication de texte sur ses ressentis, sa construction, etc. Bref, j'ai trouvé que c'était passionnant. Et c'est vrai que sur le podcast, on a souvent interviewé des familles qui vivent à l'étranger, qui élèvent leurs propres enfants dans d'autres cultures, etc. Et là, c'est hyper intéressant, je trouve, d'avoir le regard d'une adulte qui a elle-même vécu ça pour voir un petit peu qu'est-ce que ça donne. Donc, si vous posez des questions sur le fait d'élever vos propres enfants à l'étranger ou pas, comment intégrer la culture d'un autre, si vous vous posez des questions sur le fait d'avoir une nationalité qui n'est pas celle du pays dans lequel vous vivez, etc. Bref, j'espère que ça vous a intéressé, que vous avez appris des choses, notamment sur Madagascar, et que ça vous a peut-être questionné vous-même sur votre propre expérience ou sur des projets de vie. En tout cas, comme d'habitude, si vous avez aimé cet épisode, mettez-lui 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute Apple Podcast ou Spotify. Un petit commentaire, partagez-le dans votre entourage, sur les réseaux. Un grand merci à vous tous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao!